Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Pour cette édition, nous nous consacrons au potentiel local de la production et de la transformation dans les économies africaines et nous recevrons en seconde partie l'économiste Edmond Kuaté avec qui nous allons discuter de la souveraineté alimentaire. Ce sera en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, prenons la direction de Foumbot, c'est dans l'ouest du Cameroun, pour voir ce qu'est devenue la société de conserverie alimentaire du Noun, ouverte en 1994 et qui avait une capacité de production quotidienne de 25 millions de boîtes de conserve. Ce qui permettait en plus du Cameroun d'approvisionner le pays, le marché sous-régional. La SCAN a malheureusement fermé en l'an 2000 après seulement 6 ans de fonctionnement. Un reportage signé Adrien Nobodem avec Herbert Kouamon. La nature reprend ses droits sur le site de la Société des conserveries alimentaires du Noun. Le géant de l'agroalimentaire, bâti à l'aune des années 90, spécialisé dans la transformation de la tomate, établi sur 3 hectares au cœur de la ville de Foumbot à l'ouest du Cameroun. Le numéro 1 de la tomate transformée au Cameroun depuis 1994 a distribué sa dernière production en 1999 après seulement 6 années de fonctionnement. Depuis le temps, semble s'y être arrêté. L'usine, qui avait pourtant une production journalière de 25 millions de boîtes de tomates concentrées de 70 grammes, vendues alors à 100 francs CFA, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Difficile de croire qu'elle employait directement et indirectement 1600 personnes. 2 milliards 400 millions de francs CFA d'investissement à l'abandon aux grandes dames de la coopérative des producteurs vivriers et pérennes du Noun, principal producteur de tomates dans cette partie du pays. Le Noun produisait 460 tonnes de tomates jour. Donc il fallait maintenant une chaîne de production de 360 tonnes jour pour que les 100 tonnes restantes soient larguées sur le marché pour la consommation de bouche. Daïrou Lamandje, président du conseil d'administration de la Coprovinoun, revient sur la mobilisation de tout un département pour la création de son usine de transformation agroalimentaire. Et nous avons demandé au gouvernement de la République de réactualiser cette action-là sur 30 ans pour qu'on mette ça dans le capital d'une manière virtuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens. 16 000 producteurs travaillaient alors à fournir la matière première à l'usine. Une chaîne de production arrêtée net, sans autre forme de procès. Aucun moteur n'a été grippé, n'a été cassé. Je m'excuse, n'a été cassé. On a fermé parce qu'en cette période-là, c'était la période des villes mortes. Alors, il y avait un problème d'arriéré de salaire. Maintenant, comme la dame était une stratège, cette dame-là était une stratège. Le directeur étant à Foumbot, elle était aussi nommée par elle-même comme administrateur délégué de la SCAN. Donc il y avait comment on peut avoir 2 partenaires, 2 capitaines dans un bateau. Est-ce qu'on pouvait commander la production de tomates au téléphone? Non. Entretien au moins. Et ce qui est encore déplorable, dans ce magasin, il y a 500 fûts de tomates stockés là depuis 1999 jusqu'à nos jours. Depuis plusieurs années, le conseil d'administration de cette coopérative milite pour une relance des activités de cette usine. Jusqu'ici, malgré un audit technique et financier commandé par le Parlement camerounais, rien n'a bougé à la SCAN. On a arrêté le chronogramme par rapport à la relance des activités de la SCAN. L'audit, depuis un certain temps, a été fait et on a déposé le rapport auprès du ministère des Mines, qui constitue le ministère de la tutelle. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. On attend. Alors qu'il était prévu qu'en ce moment précis, que les activités soient déjà en train de prendre un autre envol. Les producteurs sont dans le désarroi. Le principal obstacle à la relance des activités de la SCAN, le passif de l'entreprise agroalimentaire, plus de 10 milliards de francs CFA. Assez pour décourager les partenaires les plus téméraires. Pour l'équipe dirigeante,
Ce passif est une invention de la Société nationale d'investissement. SNI a pris la SCAN, elle a géré la SCAN depuis 1994 d'une manière unilatérale, alors que la SCAN dispose d'un conseil d'administration, d'une assemblée générale qui doit siéger régulièrement pour tirer les résolutions du conseil d'administration et de l'assemblée par rapport au fonctionnement de la SCAN. Depuis, elle a abandonné, elle a créé cette dette. On ne comprend pas exactement à quoi nous devons nous en tenir. Le sort du numéro 1 de la tomate transformée au Cameroun est aujourd'hui enfoui dans les tiroirs du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans le Noun, à l'ouest du Cameroun, les producteurs de tomates y croient. La SCAN, tel un phénix, va renaître de ses cendres. Et pour une meilleure industrialisation, le gouvernement camerounais passe à l'offensive. Le ministre camerounais de l'Industrie du Cameroun, Gabriel Dodon-Doké, rencontrait les importateurs pour discuter d'un programme d'évaluation de la conformité avant toute importation. C'est une initiative gouvernementale qui a été lancée en 2016 et qui vise la protection du marché local contre les produits importés, douteux et inadaptés. Laetitia Mbenga. Dans les locaux du syndicat patronal JICAM, le responsable Célestin Kamanou Tawamba a sensibilisé les importateurs à la nécessité de se conformer au programme. Le mécanisme de contrôle préalable qui se limitait à certains produits s'est étendu à tous les produits importés au Cameroun depuis 2021. L'extension a suscité des critiques chez les importateurs et le JICAM l'a fait savoir au gouvernement le 18 mars dernier à Yaoundé lors d'une rencontre avec le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté. L'association déclarait que l'extension du programme d'évaluation de conformité avant embarquement est un facteur aggravant de la crise inflationniste qui sévit encore depuis le second semestre 2021. La situation est d'autant plus critique que cette inflation importée s'ajoute à d'autres épreuves au niveau national, comme celle liée, entre autres, à l'extension du programme d'évaluation et à la conformité avant embarquement. Le ministre John Gouté, à l'issue de la rencontre avec les importateurs, lui, a déclaré que le gouvernement a entendu leurs préoccupations et tentera d'ajuster le programme en conséquence. Des sociétés et autres entreprises à l'impact économique non négligeable, création d'emplois, croissance économique, aide à l'autosuffisance alimentaire. Des arguments qui aideraient à réduire la dépendance aux importations. Et au Cameroun, par exemple, l'IRAD prône une loi qui imposerait l'utilisation des farines locales comme le manioc, dont la fabrication d'aliments comme le pain. Une proposition faite alors que se poursuit la guerre russo-ukrainienne, pays dont dépendent fortement les États africains en matière de blé. On regarde. Alors que le conflit russo-ukrainien s'enlise, les pays africains qui dépendent de ceux-ci en termes d'importation pour leurs besoins de base tels que le pétrole, le blé, pour leur production alimentaire nationale ont du mal à faire face. C'est le cas du Cameroun qui prévoit d'importer plus de 900 000 tonnes de blé cette année. Une annonce faite par le ministre du Commerce, Luc Magloire, à Tangana. Cela survient après une hausse drastique des prix du pain, mais également une baisse du kilo pour les producteurs, contraints de ne pouvoir bouger leur prix. Selon des rapports, le gouvernement camerounais a opté pour une politique de substitution des importations afin de réduire celles-ci et d'investir pleinement dans la transformation structurelle de son économie. Pour l'IRAD, malgré la forte consommation, la production nationale de blé reste relativement faible. D'autre part, le Centre du commerce international a révélé qu'environ 548 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'importation du blé au cours de la période 2012-2017 au Cameroun. En 2020, le pays a importé 860 000 tonnes pour un coût de plus de 156 milliards de francs CFA. Je vous invite à présent à suivre cet entretien sur l'importance même de l'industrialisation et l'impact des entreprises locales en matière de production et de transformation et surtout leur apport dans l'économie locale. Une interview que nous a accordée l'économiste Edmond Kuaté et on se retrouve juste après. Bonjour Edmond et merci d'avoir répondu présent. Bonsoir Amel, bonjour Amel, merci pour l'invitation. Alors où on est en Afrique aujourd'hui en matière de souveraineté alimentaire? Écoutez, quand vous parlez de l'Afrique en termes de souveraineté alimentaire, il faut disséquer un peu. Il ne faut pas prendre l'Afrique comme un bloc, parce que les problèmes, les réalités sur le plan alimentaire, du moins en termes de souveraineté,
ne sont pas les mêmes, suivant qu'on soit ici ou ailleurs. Les problèmes se posent avec un peu plus d'acuité dans certains coins. Je dois avouer qu'il y a certains pays en Afrique qui ont quand même réussi, tant bien que mal, hein, à mettre en place des chaînes de valeur, n'est-ce pas, que ce soit de production ou de transformation. Ils ne sont pas nombreux, ces pays-là, mais ils réussissent quand même. Mais il faut dire que beaucoup de pays en Afrique, notamment en Afrique francophone, peinent encore à véritablement mettre en place des chaînes de valeur, que ce soit de production ou de transformation. Et très souvent, lorsqu'ils réussissent même à mettre en place des chaînes de valeur, c'est pour produire des choses qui ne sont pas essentielles à la consommation domestique. Et donc, du coup, ils restent un peu dépendants, n'est-ce pas, de l'importation. C'est pour ça qu'il y a un réel souci de souveraineté alimentaire en Afrique, et beaucoup plus dans les pays francophones. Et c'est pour ça qu'à la moindre conjoncture, du moins au moindre petit problème qui soit à même, je vais dire, de causer une entrave, un achoppement dans le lieu de départ des aliments que nous consommons et le lieu d'arrivée, le choc, l'amplitude de choc se fait ressentir avec beaucoup d'acuité dans notre pays. En temps normal, je vais dire, on ne devrait pas ressentir le choc très vite si ce que nous importons était juste le complément de l'existant, de ce que nous produisons sur place. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas poser le problème de manière globale dans toute l'Afrique, parce que si vous prenez certains pays en Afrique, notamment les pays de l'Afrique du Sud, ils ont un peu plus de maîtrise dans ces choses-là. Vous voyez, un pays par exemple comme l'Afrique du Sud, comme la Mozambique, n'aura pas le même problème que le Cameroun. Et par contre, un pays également comme la Somalie, comme l'Éthiopie, et je vais dire tous les pays de la Corne de l'Afrique n'auront pas le même problème parce qu'ils ont d'autres réalités qui sont beaucoup plus liées à la déréglementation climatique. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, ils font face à une sécheresse terrible qui fait en sorte que, voilà, même s'ils ont réussi à mettre en place des chaînes de valeur de production, cela connaît beaucoup de soucis. Donc les problèmes ne peuvent pas être les mêmes suivant qu'on soit ici ou ailleurs. Et puis alors de l'Afrique centrale? Alors l'Afrique centrale, disons, c'est le ventre mou définitivement, c'est le ventre mou franchement de la chose. Hein. Je vais dire que vous preniez le Gabon, que vous preniez le Cameroun, qui est supposé être un peu la locomotive, je vais dire, de l'Afrique centrale, que vous preniez la Guinée équatoriale et même, je vais dire, la Centrafrique, bon, le Congo-Brazzaville. Prenez même la CEAC globalement, même si vous vous étendez, je veux dire, si vous prenez la CEAC, je veux dire, vous, dans la CEAC, vous avez toute la CEMAC, mais vous avez aussi la RDC. Si vous prenez même ces pays-là, ils ont toujours presque les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre en place une politique de production agricole qui permet de satisfaire véritablement les besoins domestiques, n'est-ce pas, de consommation. C'est pourquoi ils sont toujours un peu dépendants de l'importation pour leurs besoins alimentaires. Et ça, c'est très, très dangereux. Si nous considérons un peu l'ensemble des conjonctures que nous avons connues en ce moment, et puis avec cerise sur le gâteau, la crise russo-ukrainienne qui a véritablement causé des réels soucis dans, je vais dire, la chaîne logistique en matière d'alimentation et beaucoup d'autres choses encore, parce que la conjoncture que nous avons, je vais dire, la conjoncture n'impacte pas uniquement les produits alimentaires. J'ai cru voir ce matin, en regardant la revue de presse, que les tôles ondulées, par exemple, les prix étaient passés du simple kit au double. Et donc, c'est tout simplement parce que la métallurgie mondiale va connaître de gros problèmes, parce que vous savez que la Russie occupe une place de choix en matière de sidérurgie, en matière de métallurgie. Et donc, tous les dérivés, n'est-ce pas, de fer vont connaître également des problèmes, même si tant il est qu'on en signale déjà beaucoup dans le secteur alimentaire. Et puisque vous parlez de la Russie, la guerre se poursuit entre la Russie et l'Ukraine, avec comme conséquence la baisse drastique, justement. On a les importations de blé. Alors, que doivent donc faire les États africains alors que cette guerre se poursuit? Ces États dépendent très fortement des importations de blé. Ben, écoutez, ce que doivent faire les États africains, et là je préfère me concentrer sur l'Afrique centrale.
Ce que doivent faire ces États-là, c'est réintrovertir un peu plus leur économie. Se réintrovertir leur économie sous-tend que quoi? Sous-tend qu'ils doivent apprendre à produire ce qu'ils consomment. Qu'ils arrêtent de produire ce qu'ils ne consomment pas. Voyez-vous, ça fait quoi? Ça fait presque 60 ans si je mets le curseur dans les années d'indépendance. C'est-à-dire pour un pays comme le Cameroun, c'est 1960, c'est ça? Oui. Alors si nous sommes en 2022, ça fait presque 60 ans que nous avons essentiellement les mêmes produits d'exportation. C'est-à-dire que nous produisons, c'est-à-dire le cacao, le café, la banane, encore que la banane, ce n'est véritablement pas notre produit, le bois, le pétrole et tout ce que nous produisons. Je crois qu'il y en a 7 maximum qui constituent l'essentiel en substance de nos produits d'exportation. Ces produits ne nous ont pas permis de nous développer. Ces produits ne nous ont pas non plus permis d'assurer une certaine sécurité alimentaire. Voyez-vous, nous végétons toujours dans le sous-développement. Pourquoi? Parce que ce produit nous permet tout simplement, je vais dire, nous n'arrivons pas à ajouter de la valeur sur ces produits. Parce que ces produits nous maintiennent un peu dans le stade de l'économie, je vais dire dans le secteur primaire. Alors que nous devions aujourd'hui être en même véritablement de nous plonger dans le secteur secondaire. Et dans le secteur secondaire, on parle bien de l'industrie. Vous voyez, nous produisons le bois, mais nous importons tout le mobilier presque. Ça veut dire que nous ne consommons véritablement pas le bois. Et quand nous devons le consommer, il faut que ce soit le bois qui a subi, n'est-ce pas, une plus-value ailleurs. Voyez-vous, quand vous vendez 1 mètre cube de bois, par exemple, à 300 000, 400 000 pour les plus chers, 500 000 pour les plus chers. Quand vous vendez ça à l'extérieur, ils ajoutent de la valeur. Ça veut dire que d'abord, vous donnez du travail à leurs ouvriers là-bas. Vous donnez, n'est-ce pas, de la valeur à leurs usines là-bas. Et maintenant, quand ils vous renvoient ça ici sous forme, vous savez, c'est un peu comme, je vais dire, un snobisme chez nous, de dire que voilà, ma cuisine vient de l'Italie, mon mobilier ou alors, je vais dire, mon bureau, ça vient de je ne sais pas trop quoi, de n'importe quel pays. On est très fiers de le dire, mais seulement nous ne savons pas ce que ça nous coûte. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, que nous soyons capables d'introvertir un peu notre économie. Je serais d'accord aujourd'hui que les pays africains parlent de l'agro-industrie. C'est-à-dire que nous soyons capables de produire à grande échelle, pourquoi pas le blé, pourquoi pas le riz, pourquoi pas le maïs, pourquoi pas la patate, pourquoi pas l'igname, pourquoi pas le plantain. Et il a été démontré qu'en termes de substitution à la farine de blé, on peut utiliser la farine de patate, de manioc ou même d'igname. Seulement, on ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune politique de production de chacun de ces produits, la prise individuellement, je vais dire la patate, l'igname, le manioc. Il n'y a aucune politique de production locale qui permette, n'est-ce pas, de satisfaire, ne serait-ce que, je vais dire, la moitié de la population du Cameroun. Ça veut dire, si aujourd'hui on dit qu'on va appuyer sur le bouton pour arrêter la production, pour arrêter l'importation du blé, et qu'on va se tourner vers la patate ou alors vers l'igname, on ne peut pas véritablement dire au boulanger, allez à tel endroit vous approvisionner en patate ou en igname. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les producteurs de patates, de maïs, je vais dire de patates, de manioc et d'igname chez nous, continuent d'utiliser un peu les moyens rudimentaires, les moyens médiévaux de production, c'est-à-dire la houe, la machette. Est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion pour les États d'accompagner justement ces producteurs pour que l'industrialisation soit au top? Je le dis toujours, c'est l'État, ou plutôt c'est le sommet de l'État qui définit une vision globale. Et c'est tout le monde qui vient se greffer à cela. Donc effectivement, c'est à l'État de mettre en place les politiques publiques de production. C'est à l'État de le faire. Maintenant, même si les privés doivent venir se greffer, il faut qu'ils se greffent à une vision globale. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dire à quelqu'un de produire des patates, par exemple, si vous allez demander à un privé de produire des patates à grande échelle, mais si à côté, il va produire cela et faire face à une concurrence, par exemple, de la farine de blé, ça ne va pas l'intéresser. Mais si vous mettez en place une politique incitative,
qui lui permet de savoir que si je produis 20 000 tonnes de patates, c'est pris tout de suite. Parce que c'est demandé, il y a une demande qui est là, qui est présente, qui est certaine. Il va le faire, les gens ont les moyens de le faire. Je peux vous dire que ceux, par exemple, qui mettent 12 milliards, qui vont à la banque signer une lettre de crédit de, je ne sais pas, 5 milliards ou 2 milliards pour importer le riz, si vous mettez en place une véritable politique incitative, ils peuvent utiliser ces mêmes moyens-là pour mettre ça dans la production locale. Mais ce n'est pas intéressant à partir du moment où il pense qu'il fait plus de bénéfices en important. Lui fait beaucoup de bénéfices. Lui, c'est un commerçant. La personne qui a le souci du bien-être collectif, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est lui qui a ce souci. C'est-à-dire que c'est lui qui a le souci de se dire, je ne veux pas qu'il y ait de grogne sociale, je ne veux pas qu'il y ait des émeutes, je ne veux pas que les gens se jettent dans la rue parce qu'ils manquent de quoi manger. Ça, c'est l'État, en fait, au plus haut sommet de l'État, et là, on parle du gouvernement, c'est lui qui a ce souci-là. Mais l'homme d'affaires, lui, n'a pas ce souci. Lui, il n'a qu'un seul souci dans un système libéral comme le nôtre, dans un système fortement capitaliste comme le nôtre. Le seul souci de l'homme d'affaires, c'est de se faire de l'argent, et encore beaucoup d'argent. Lui, il ne veut pas savoir si demain matin, les gens se lèvent n'ayant pas de quoi venir acheter. Non, ce n'est pas son problème. Lui veut se faire de l'argent. Et donc, c'est à l'État et globalement au gouvernement de mettre en place des politiques qui lui permettent, n'est-ce pas, d'assurer une certaine souveraineté sur un ensemble de chaînes de valeur de production, de transformation, et pour véritablement assurer, n'est-ce pas, une sécurité alimentaire à l'ensemble de la population. Alors, Edmond Kouyaté, vous avez parlé de réinventer les systèmes agricoles. Vers quoi est-ce que l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique centrale doivent se tourner? Est-ce l'agro-industrie ou alors l'agriculture paysanne? Non, c'est l'agro-industrie. Quand on parle de l'agro-industrie, c'est tout simplement ces produits à grande échelle pour pouvoir transformer sur place. C'est-à-dire, par exemple, vous parlez du blé. Le blé fait problème, pourquoi? Parce que c'est un intrant de production de beaucoup de je vais dire, de produits alimentaires. Vous avez le pain, vous avez la farine, vous avez les pâtes alimentaires, tout ça, et beaucoup d'autres choses qu'on fait à partir de la farine. C'est-à-dire tout simplement que, il faut savoir que même quand vous mangez des poulets panés, c'est de la farine. Il faut de la farine pour paner les poulets, que ce soit pour paner du poisson ou pour faire n'importe quoi. Et donc, la farine, c'est un intrant dans plusieurs, si vous voulez, c'est immense. In fine, ce qu'on utilise pour faire à partir du blé, c'est immense. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'agro-industrie, c'est-à-dire c'est l'industrie, n'est-ce pas, je vais dire agricole. Avoir en même temps, quand on parle de chaîne de valeur, on parle de chaîne de valeur de production, c'est-à-dire avoir un outil moderne de production de manière à pouvoir, je vais dire, faire une production à grande échelle. Et maintenant, lorsque vous avez fait des productions à grande échelle, il va falloir passer à les transformer. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, produire 40 000 tonnes de patates et estimer que les gens vont prendre ça, peler avec, je ne sais pas, un couteau pour mettre dans la marmite. Non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut penser à les transformer. Ça, c'est les chaînes de valeur de transformation. Et là, nous sommes dans, n'est-ce pas, le secteur secondaire de l'économie. Quand vous faites de la transformation, vous ajoutez de la valeur. Et c'est de ça dont il est question, parce que quand vous prenez par exemple de la patate, si vous vendez ça brut comme ça, ça ne vaut rien. Mais maintenant, lorsque vous commencez à transformer, vous ajoutez de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit travailler là-dessus. Si vous aviez mangé ça à l'état brut, ça n'aurait pas donné du travail à quelqu'un. Vous ajoutez de la valeur parce que ça impacte dans la courbe de l'emploi. Si aujourd'hui, par exemple, on doit produire 40 000 tonnes de patates au Cameroun, ça veut tout simplement dire qu'il faut penser à mettre un mécanisme de transformation. C'est des gens qu'on va employer également. Alors, si vous transformez de la patate sur place, vous avez de la farine de patate. À partir de là, vous pouvez envisager beaucoup de choses. Vous pouvez faire des pâtes alimentaires à partir de la farine de patate. Vous pouvez faire du pain à partir de la farine de patate. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez qu'on fait avec de la farine. Vous pouvez même envisager faire, je ne sais pas, autre chose à partir de la farine de patate. Et vous voyez qu'à tout moment, ça fait de la valeur ajoutée. Et maintenant, lorsque vous avez réussi à mettre comme ça cette chaîne de valeur de production et de transformation sur place, ça limite vos importations.
Et que lorsque ça limite vos importations, ça vous permet d'envisager un peu l'équilibre de votre balance commerciale. Parce qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème avec notre balance commerciale et notre balance extérieure de paiement. Les deux, on a un sérieux problème. Pourquoi? Parce que le volume de nos importations sont toujours très élevés par rapport au volume de nos exportations. Nous exportons très peu, nous importons beaucoup. Pourtant, nous avons la possibilité, parce qu'en termes de potentiel naturel, nous n'avons que ça. Si vous prenez les terres arabes du Cameroun, moi je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on a abandonné tout ce que, comment vous appelez, la Sodéblé utilisait comme espace arable à l'époque. On produisait du blé, n'est-ce pas, à une bonne échelle au Cameroun à l'époque. On produisait également du maïs cam par exemple, ça existait. La sèmerie également, même si aujourd'hui ça existe, mais bon, disons que c'est beaucoup en difficulté. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé à moderniser l'outil de production, tout simplement. Ça veut tout simplement dire, j'ai vu, paix à son âme, c'était un grand frère avec qui je travaillais beaucoup, Benan Djonga, que c'est PSC-Centre, que son âme repose en paix. C'est lui qui avait fait un reportage sur un stock de riz qui avait été, n'est-ce pas, stocké à Yagua, et qui avait juste un problème de décortiquage. On n'arrivait pas à le décortiquer. Vous voyez qu'on a des problèmes avec notre outil local de production. C'est-à-dire qu'on peut même produire du riz, mais on n'arrive pas à le décortiquer. On n'a pas une décortiqueuse. Tout simplement, voilà les petits problèmes que nous avons encore. Et donc, c'est des problèmes que nous devons dépasser. On doit dépasser cela. J'aime à vous dire que en 1982, au Cameroun, les Malaisiens sont venus faire une formation pour la production du palmier à huile au Cameroun. Entre 1982 et 2002, les Malaisiens sont champions du monde de la production du palmier à huile. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Alors, c'est simple. Au lieu chaque jour de débourser beaucoup d'argent pour envoyer des gens en mission, on ne sait pas trop bien ce qu'ils s'en vont faire et on ne connaît pas, n'est-ce pas, l'impact de leur mission sur notre pays, c'est simple. Mettez un peu d'argent, prenez 2-3 milliards, vous mettez de côté, si tant il est que vous avez une planification stratégique pour, n'est-ce pas, avec des objectifs réels en termes de production pour, je ne sais pas quoi, le riz, le blé, tout ce que vous voulez, prenez 2 milliards, mettez de côté, allez je vais dire à Singapour, allez en Russie, allez en Ukraine, partout où on a atteint une aisance dans la production de tous ces produits-là, allez là-bas prendre des ingénieurs, venez les loger ici, prenez vos agriculteurs, mettez-les à l'école et puis vous leur montrez, vous les amenez sur le terrain et vous montrez comment produire. Ce n'est pas magie. Et ensuite, maintenant, importer la technologie de production. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas magie. J'ai vu que le Cameroun a essayé, dans les années 2010, à partir des années 2010 en tout cas, le Cameroun a essayé de mettre en place des agropoles de production. C'était pour la banane plantain, le manioc. Ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les choses comme ça se doit. Il n'y avait pas une véritable politique derrière. C'est pour ça que l'usine de manioc de Bolova a échoué. Ce n'est pas parce que la terre ne produit pas. Non. Loin s'en faut, la terre produit. Vous pouvez produire un tonnage, je vais dire terrifiant de manioc au Cameroun. C'est possible parce que la terre camerounaise ne ment pas. Si vous avez souvent, comme moi, faire certains ateliers, il y a parfois des ateliers où les gens viennent montrer leur production, mais vous ne serez pas capable de soulever certains tubercules. Oui, ça veut tout simplement dire que s'il y a une véritable politique suivie, et suivant les normes modernes de production, s'il y a cette politique qui est bien appliquée, vous serez étonné de ce que la terre camerounaise est capable de produire. Mais on ne le fait pas. On a mis en place, un agropole de production de plantain. On a même subventionné des gens, beaucoup, mais ça n'a rien donné, absolument rien donné. Ça n'a rien donné. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'obéissait pas à une politique réelle de production. C'était des idées comme ça, et des idées éparses, émises comme ça, et on a sauté dessus, on s'est dit, oui, c'est une bonne idée, mais ça n'a pas fait l'objet d'une étude réelle de faisabilité. Quand on parle d'une étude réelle de faisabilité, ça veut dire qu'on
on planifie la chaîne de production c'est-à-dire que de A à Z. Et on maîtrise les écueils, on maîtrise tout ce qui peut être, n'est-ce pas, au milieu comme problématique à résoudre. Et tout cela, on les maîtrise, on a la certitude qu'on a toute la solution et maintenant on lance. Ce n'est pas que dès qu'une idée germe comme ça dans la tête et puis on la lance comme ça. Et puis on met beaucoup de millions, beaucoup de milliards et à la fin, on a zéro production. Mais ce que je vais dire très sincèrement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun a un potentiel naturel réel. On a des terres arables. Si vous prenez, si vous démarrez votre voiture à partir de Douala, vous arrivez jusqu'à Kiossi, vous serez terrifié par ce que vous allez voir comme espace disponible. Ce n'est pas parce qu'il y a un surengorgement dans les villes, parce que tout le monde vient s'agglutiner dans le même petit espace qu'on va croire que le Cameroun n'a plus d'espace. Non, on a de l'espace. On peut produire. Je dois vous rappeler qu'à Djombe-Pédia, par exemple, on produit beaucoup de bananes, mais à des fins d'exportation. Vous voyez un peu? Et donc, on peut utiliser des espaces que nous avons et on peut faire venir, si tant il est que nos ingénieurs formés à la FASA et à Ngaoundéré n'ont pas la capacité, il n'y a pas de problème, d'accord? Mettez un peu d'argent, faites venir les ingénieurs en 3 mois seulement. Ils vont vous montrer les techniques de production et puis ensuite, maintenant, importer la technologie de production. Ça ne coûte pas trop cher que ça. Alors, excusez-moi, Edmond Kouyaté, vous avez notamment évoqué la SODEBLE il y a quelques instants. J'espère qu'on vous aura dans une toute prochaine édition pour parler de la force de ces entreprises locales de transformation, comment en arriver à une meilleure industrialisation avec des entreprises comme la SODEBLE ou encore la Société des conserveries alimentaires du Noun qui aujourd'hui est peut-être en phase de réouverture. Si je vous explique par exemple pour comment est-ce que la SCAN à Fumbot, si je vous explique les péripéties qui ont contribué. Vous nous expliquerez ça lors de la prochaine édition. J'espère que vous répondrez encore présent et à notre invitation. J'espère que le temps me permettra. Merci à vous, Edmond, d'avoir accepté d'être notre invité une fois de plus aujourd'hui. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Très bonne suite des programmes à notre compagnie et à très vite.